Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr. Key et aujourd'hui on attaque le second épisode de la saga Once and Future, à savoir The Artist at the End of Time, qui est sorti le 14 juin 2023, a été écrit par James Goss et réalisé par Ken Bentley. Le Docteur, avec son cinquième visage, se rend à la dernière galerie à la fin du temps, et y observe diverses œuvres dites uniques car elles sont les vestiges de nombreuses civilisations disparues. Alors qu'il souhaite y trouver sa fille qu'il ne connaît pas, un robot lui propose d'acheter des œuvres. Au même endroit, mais dans une autre section, Jenny visite également la galerie. Le Docteur remarque quelque chose de dérangeant sur certaines œuvres et s'éclipse, et tombe sur une voleuse ayant piqué un ultime artefact et se fait arrêter par la police à sa place. Jenny, à sa façon, récupère l'artefact de la voleuse. Elle et le Docteur cherchent de leur côté les ultimes artefacts et finissent par se retrouver au hasard dans la même galerie et face à une vieille boule sur laquelle est gravé le sceau de Rassilon. Et après avoir emmerdé le guide qui fait la visite en listant les autres artefacts avec le même symbole, ils se lancent à la recherche du créateur de ces ultimes artefacts et finissent par tomber sur le conservateur qui a le visage du sixième Docteur et qui finit une peinture de l'œil d'Orion. Rien à voir avec le bouquin de Poisson Fécond bien sûr. Le conservateur est celui qui peint et fait toutes ses œuvres, et il se pense maudit, car à chaque œuvre qu'il complète, le monde dont elle est issue est détruit et l'œuvre disparaît. Alors qu'il achève sa peinture de l'œil d'Orion, la planète se détruit progressivement. Le Docteur et Jenny fuient et retrouvent le conservateur ailleurs, sur un monde de glace qui n'a jamais abrité la vie, et celui-ci s'effondre alors que le conservateur achève un simple bonhomme de neige. À force de tests effectués sur les capacités du conservateur, notre groupe découvre que les maîtres de la dernière galerie sont ceux responsables de la destruction des mondes dont le conservateur fait une œuvre, et ils le font pour des raisons monétaires. Car une œuvre vaut tellement plus cher quand le monde qui l'a produite n'est plus et qu'elle en est le dernier vestige. Car oui, la dernière galerie est là pour vendre à l'élite bourgeoise, pas pour conserver. Le conservateur décide alors de peindre une dernière œuvre dans la dernière galerie, ce qui provoque sa destruction. Jenny et le Docteur font évacuer les gens de la galerie. Seul reste le conservateur et le robot gardien de la galerie qui, lui, aime le travail du conservateur. Alors qu'il achève son œuvre, la galerie est détruite, ainsi que le robot, pauvre de lui, et toutes les œuvres, sauf une que le conservateur montre à Jenny, à savoir Gallifrey Falls No More. Le Docteur s'éclipse, obsédé par une image qu'il a vue dans la peinture d'un diamant flottant dans l'espace, et Jenny et le conservateur partent ensemble. Alors que le Docteur alterne une nouvelle fois ses visages et commence à se fixer sur son septième, il est extrait de son TARDIS et de sa ligne temporelle. Alors, je trouve le propos de l'épisode assez intéressant et bien vu. La critique faite à l'encontre de la marchandisation du patrimoine de l'univers ne laisse pas insensible et va avec l'amer constat qu'à la fin, il reste surtout toutes les pourritures qui ont contribué à éteindre leur civilisation et celle des autres et qui prennent plaisir à s'en acheter les vestiges par hybris pur. L'épisode, bon, évidemment, il est là pour faire plaisir aux fans, mais aussi aux acteurs, qui attendaient depuis un moment d'avoir une nouvelle occasion de travailler ensemble, à savoir Georgia Moffett et son père Peter Davison. Ensemble, ils ont une assez bonne alchimie, et c'est agréable de les entendre interagir, tout comme il est très cool d'avoir Colin Baker dans le rôle du conservateur, et qui délivre une performance très différente, et pourtant rappelant la violence du sixième Docteur, surtout à la fin, quand il détruit la dernière galerie. Aussi, Big Finish a décidé d'arrêter d'utiliser des images générées par IA et même pas retouchées pour illustrer les boîtiers des épisodes de cet événement. Et c'est tant mieux, parce qu'à y regarder de près, c'était vraiment immonde. Aussi, ils ont décidé de faire une petite couverture cartonnée pour les éditions spéciales de Once and Future. Ce qui est bien. Non, parce que quand j'ai récupéré Past Lives, après avoir payé 10 balles à la poste, et que j'ai découvert que le boîtier n'avait de spécial qu'une jaquette différente mais sans plus, et que j'ai regardé l'édition spéciale de The Light at the End, qui est juste sublime, et que j'ai regardé Zagreus, qui n'a pas d'édition spéciale mais qui célébrait les 40 ans et qui avait un boîtier cartonné un minimum stylé, bah ça m'a bien énervé. Mais bon, normalement je devrais recevoir Past Lives en mieux avec un boîtier cartonné. Vive la planète. Maintenant que j'ai dit mes bonnes pensées, je vais parler d'un truc, un autre oui, qui m'énerve un peu avec cet événement. Il y a un problème à mon sens, et c'est celui du choix de la toile de fond de Once and Future. Je vous rappelle que la toute première phrase qui résume cet événement sur le site de Big Finish est « The Time War ». Point.
C'est la toile de fond de ce récit. Et en fait, on n'en a visiblement pas grand-chose à faire niveau cohérence, même si le prochain épisode y est directement lié. Ou alors, on assume totalement le fait que la guerre du temps n'était finalement pas quelque chose de si terrible et important. Alors oui, c'est surprenant que je dise ça. Et pour répondre à votre sourcil interrogateur, je vais illustrer le problème. Dans l'épisode précédent, le docteur se rendait sur Terre en 2012, et visiblement, à part l'intrigue, tout allait bien. Dans cette histoire, il se rend dans divers lieux à divers points de l'espace et du temps, et, à part la menace de l'épisode, tout va bien. Et je ne trouve pas ça normal du tout. Si du point de vue de la ligne temporelle du docteur, il est à sa 8e incarnation et en pleine guerre du temps, ça ne peut pas aller bien, sur Terre, et à la fin du cosmos. Elle ne peut pas être correctement définie pour installer la dernière galerie, parce que rien n'est certain pour l'univers, parce que rien n'est certain pour le docteur, parce qu'il est en pleine guerre du temps. Je ne râle pas sur la rencontre d'avec Jenny et le conservateur. J'ai bien compris que, malgré tout, cet événement se définit quand même par rapport à ce qu'il s'est passé dans le jour du docteur, et que donc, aucun verrou temporel ne fige la guerre du temps a posteriori, puisque le moment n'a pas été utilisé. Ce qui explique pourquoi Jenny et le conservateur peuvent éventuellement rencontrer le docteur pendant la guerre du temps. Et du point de vue du docteur, il peut croire qu'un futur à la guerre existe, et il n'a pas forcément à s'en étonner. Seulement, le cadre de la rencontre avec le docteur ne peut pas être aussi tranquille et fixe, et ça s'explique par la façon dont la guerre du temps a été développée. On nous présente tout un tas de mondes ravagés par cette guerre, que ce soit chez Big Finish, chez Titan Comics et même dans Engines of War. Et d'un autre côté, le seul changement que j'ai repéré pour la Terre, pendant la guerre du temps, c'est un barman qui a changé de sexe dans The Heavenly Paradigm. Aussi, dernier détail qui m'embête, c'est le fait que les œuvres du conservateur soient signées avec le sceau de Rassilon. C'est en effet un symbole très connu de l'univers de Doctor Who, on le retrouve chez les Seigneurs du Temps bien sûr, et il marque même l'intérieur du TARDIS du 8e Docteur, mais qui est hérité du 7e, et qui, en plus de refaire la déco, avait décidé de laisser ce symbole apparent comme l'acceptation de son héritage culturel gallifréen. Sauf que depuis, il y a eu Zagreus, et même si le grand public n'avait pas suivi les aventures du 8e Docteur dans la Main Range et ne se doutait pas avant une certaine date d'à quel point Rassilon était une enflure, The End of Time et Hellbent ont été assez clairs à ce sujet. Alors, j'ai du mal à avaler le fait que le conservateur, qu'on se doute bien qu'il incarne le futur du Docteur à un point, signe des œuvres représentant des vestiges, voire directement signant le dernier vestige d'un monde, comme le dernier cristal de Métélis 3, du sceau d'un tyran qui illustre les travers de la civilisation des Seigneurs du Temps. Décidément, avec Doctor Who, on n'est pas une contradiction près sur la moralité de ces personnages, c'est dingue. Ceci étant dit, cette vidéo est à présent terminée, et j'espère que vous aurez apprécié cette partie de Once and Future. Je vous retrouverai dans peu de temps pour vous parler de la 3e partie de cette histoire, à savoir A Genius for War. Mais d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.